avons déjà abordé les prérequis de la politique handicap d'inclusion professionnelle dans la sphère éducative et notamment la professionnalisation des acteurs du handicap. Si vous êtes toujours intéressé par cette thématique, eh bien restez avec nous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Jean-Xavier Lichelet, Je suis heureuse de vous recevoir pour la causerie 5 intitulée « En soutien des acteurs du pilotage et de l'accompagnement, le pilotage de l'obligation d'emploi ». Nous avons en effet développé précédemment, comme je l'indiquais, les acteurs de la fonction handicap afin de structurer toute cette politique du handicap et la développer. Mais maintenant, nous allons revenir à la question de l'obligation d'emploi. Et peut-être plus même que l'obligation d'emploi, n'avez-vous pas l'intention cette fois de nous développer un peu cette question de pilotage en soutien des acteurs du pilotage et de l'accompagnement ? Alors je vous propose tout d'abord de nous expliquer que signifie piloter, le terme que vous avez déjà utilisé, piloter l'obligation d'emploi et pourquoi la piloter surtout. Madame Ducré, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'obligation d'emploi, c'est une obligation qui est, somme toute, assez ancienne. Elle date de 1987. En 1987, je l'avais cité dans la première causerie. Et puis, cette obligation d'emploi, elle est en général connue de beaucoup de personnes dans la fonction publique et d'agents, connus surtout pour la pénalité qu'elle occasionne si jamais il n'y a pas de respect de cette obligation. Je vais y revenir. Mais ce qui est nouveau finalement, c'est peut-être la question du pilotage de cette obligation d'emploi, en lien aussi avec les acteurs nouveaux du handicap, de la politique handicap d'inclusion professionnelle. On parlait des correspondants handicap, des référents handicap dans le précédent épisode. Voilà. Et donc, effectivement, l'obligation d'emploi semble connue, mais finalement, elle implique de rentrer davantage dans le détail. Et déjà, il convient de bien rappeler le principe de l'obligation d'emploi. Principe de l'obligation d'emploi qui n'est pas si simple qu'il en a l'air. Ce principe, il est le suivant. Chaque employeur, nous le savons, doit réaliser un taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap, et cela dans une proportion de 6% de son effectif total. Ces 6% aujourd'hui, ça pourrait être un pourcentage différent dans les années à venir. Voilà. Mais aujourd'hui, il est de 6%. Alors déjà, si on s'arrête quelques instants, on voit déjà que ce sont des travailleurs en situation de handicap ayant déclaré leur handicap. Exactement. Or, cette déclaration, nous le savons, mais c'est toujours mieux de le dire, cette déclaration, elle repose avant tout sur une démarche volontaire des agents. Et tous ne se déclarent pas, et ils en ont le droit. Voilà. Et donc, ça veut donc dire que dans le pilotage de l'obligation d'emploi, puisque l'objectif des employeurs, c'est bien évidemment de respecter leurs obligations, et donc d'atteindre, en ce qui concerne la politique handicap, le taux d'emploi des 6%. Eh bien, dans le pilotage de cette obligation d'emploi, il faut intégrer déjà cette démarche volontaire, ce qui signifie tout simplement que pour atteindre le taux d'emploi légal, il faut savoir qu'il faut être en vérité plus ambitieux que le taux d'emploi tel qu'il est fixé aujourd'hui de 6%. C'est une remarque, mais là on est déjà finalement dans la réflexion et dans le pilotage de l'obligation d'emploi. Le pilotage de l'obligation d'emploi, il passe aussi par une bonne connaissance de la population dont nous parlons. Et malheureusement, je constate souvent des approximations, y compris des référents ou des correspondants handicap eux-mêmes, qui finalement est éligible à cette obligation d'emploi et donc va être recensé BOE, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, au titre du taux d'emploi. Eh bien, ce sont les BOE, voilà, prévus, alors je cite l'article du Code du travail, et donc il y a une liste, je ne reviens pas dessus, à l'article L5212-13 du Code du travail, mais il y a aussi
des personnes qui sont, entre guillemets, assimilées BOE, qui rentrent aussi dans ce taux d'emploi. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Et là, je cite l'article L351-4 du Code général de la fonction publique. Il s'agit, alors je dis rapidement, hein, des pensions militaires d'invalidité. Il s'agit des agents reclassés ou en PPR, en période de préparation au reclassement, et aussi des agents titulaires d'allocation temporaire d'invalidité, les ATI. Donc ça signifie que cette bonne connaissance, hein, de la population, elle est nécessaire dans ce pilotage et elle doit être analysée, du coup aussi analysée comme telle dans une dimension aussi GPEC, hein, de gestion prévisionnelle, hein, des effectifs, de volumétrie, de pyramidisage. Voilà. Donc du coup, ça passe par une bonne connaissance des effectifs de l'employeur, effectifs en général, et je dirais, pour faire parler aussi ce recensement BOE fiabilisé. Par exemple, à l'éducation nationale et dans les établissements d'enseignement supérieur, nous avons une forte population de cadres. Nous le savons. Si bien que la sphère éducative correspond bien à un ensemble d'établissements et d'employeurs publics qui sont confrontés, je dirais, aux mêmes difficultés par rapport au pilotage de l'obligation d'emploi. Donc, c'est bien aussi de se rendre compte, de le prouver, et puis, du coup, d'agir dans un réseau en cohérence au niveau de la sphère éducative. Sachant que, à chaque fois, sur ces BOE, recensés dans le pilotage, ce sont bien des emplois pérennes qui comptent. En fonction des effectifs, nous avons aussi l'identification, un troisième point, hein, dans ce pilotage, l'identification des dispositifs à mobiliser, qu'ils soient de droit commun ou qu'ils soient spécifiques. Et là, entre forcément, subrepticement, progressivement, la question des financements sur crédit handicap, enfin, qui est un vaste sujet. On y reviendra dans une de nos causeries sur les fonctions support, hein, plus en détail. Mais dans le pilotage de l'obligation d'emploi, ça compte. Parce que, finalement, nous agissons forcément dans le respect des critères du catalogue des interventions. Et là, on voit toute la nécessité de disposer d'un outil de suivi de l'obligation d'emploi. Nous en avons un, par exemple, pour l'éducation nationale qui s'appelle POE-TH, pour pilotage de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec du coup aussi un enjeu d'anticipation des besoins, notamment en termes financiers, pour accompagner la montée du taux d'emploi. C'est-à-dire que plus la population BOE augmente, et c'est le cas aujourd'hui dans la sphère éducative globalement, hein, nous montons le taux d'emploi progressivement, eh bien ça signifie aussi que nos besoins pour les personnes en situation de handicap augmentent. Nous le savons, mais une fois que nous le savons, encore faut-il pouvoir le piloter. Et c'est bien le recensement BOE qui est l'un des outils nous permettant de le faire. Quatrième point sur le pilotage, hein, de l'obligation d'emploi et le pourquoi de ce pilotage. Le pilotage de l'obligation d'emploi implique également de connaître les règles qui régissent la DOTH, la déclaration de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, en lien justement avec ce recensement BOE, c'est-à-dire en lien avec les conditions d'éligibilité des bénéficiaires à recenser. Et on voit que ce faisant, en pilotant l'obligation d'emploi et en utilisant un outil fiabilisé au niveau de ces données, eh bien, on sécurise aussi la déclaration qui est faite par l'employeur. Donc on est à la fois sur une phase amont et on est aussi sur une phase aval en termes de déclaration. Donc, on le voit, hein, ce pilotage ne s'improvise pas, il implique une professionnalisation, on en parlait dans la précédente causerie, c'est bien prouvé là, une professionnalisation indispensable des correspondants handicap ou des référents handicap agissant en pilotage, je dirais, y compris sur la DOTH et au regard, par exemple, hein, des contrôles, hein, qui peuvent être exercés par le FIPHFP. Alors, donc, à vous entendre, la question qui me vient à l'esprit, quelles sont au fond les définitions structurantes guidant les principes de l'obligation d'emploi? Ouais. Alors, pour organiser effectivement le pilotage et formaliser les engagements aussi, le pilotage fait partie des engagements de l'employeur désormais dans les prérequis, nous sommes dans les prérequis, eh bien, encore faut-il s'appuyer sur,
je dirais, les définitions structurantes. Ces définitions, elles sont posées par le FIPHFP, qui est le fonds qui structure la politique handicap au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, ce sont des définitions, des principes qui sont beaucoup issus justement de la sphère financière. Donc je m'excuse par avance sur les 3 définitions essentielles que j'ai pu recenser et qui sont d'essence très financière, mais c'est un passage obligé parce que c'est par ces définitions, donc à coloration financière, qu'on comprend mieux la philosophie de la politique handicap d'inclusion professionnelle, la manière dont elle s'est construite et la manière efficiente de répondre à nos différentes obligations qui sont extrêmement larges, y compris vis-à-vis du FIP. Et donc dans la formalisation des engagements, eh bien, nous devons suivre ces 3 définitions essentielles. Alors ces définitions, quelles sont-elles? Il y a d'abord le principe de l'employeur rémunérant. Ce principe, il est à la fois très simple et complexe dans la mise en œuvre. Il signifie quoi? Il signifie que ne sont éligibles finalement à la déclaration que les personnels qui sont rémunérés par l'employeur en propre. C'est le principe de l'employeur rémunérant. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, quand il réalise sa déclaration, c'est une DOTH nationale, eh bien, il déclare tous les agents qui font partie de sa masse salariale, c'est-à-dire qui sont rémunérés, on dit dans le langage, sous plafond d'emploi État. Donc ce sont ceux-là qui figurent dans notre déclaration. Les établissements, qui sont les établissements autonomes, eux, quant à eux, déclarent les effectifs qu'ils rémunèrent sur ressources propres. Et donc, ils font, par là même, leur propre déclaration, leur propre DOTH. Donc ça, c'est important parce que ça signifie que même si le ministère fait une déclaration, il ne la fait que pour les effectifs qui sont sous son plafond d'emploi, et non les effectifs qui sont rémunérés ailleurs. Ce qui signifie aussi, là, on commence à voir la complexité de la présentation de l'OETH. Et là, on est bien dans une dimension sphère éducative, donc ministérielle. Il est très difficile de remonter un taux d'emploi ministériel consolidé. Parce qu'il nécessiterait, finalement, de rassembler toutes les DOETH des employeurs publics de ce ministère. Alors, on commence à le faire, mais progressivement, et on n'a pas évidemment l'information directement. Il faut procéder par différentes voies, notamment d'enquête. Voilà. Donc, on voit que cette OETH, cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés, eh bien, elle nécessite d'être précisée donc, au regard de la masse salariale, des personnels qui sont rémunérés sur ressources propres, et donc aussi de l'autonomie des employeurs publics. Voilà. En d'autres termes, ce taux d'emploi, donc je reviens sur la définition initiale, dont on voit que finalement elle est quand même plus compliquée que ce qui paraissait, et qu'on croit connaître, mais qu'on découvre tous les jours. Le taux d'emploi résulte du ratio entre la population BOE et assimilée BOE, d'une part, sur l'effectif total rémunéré, c'est-à-dire les personnels qui sont rémunérés en propre. À cela s'ajoute la possibilité de contrôle du FIPHFP, qui, quand il vient contrôler les employeurs, et nous avons plusieurs contrôles en cours actuellement au niveau de la sphère éducative, il va vérifier que la population BOE dont on se prévaut fait bien partie de l'effectif total à rémunérer. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Donc on voit que cette OETH, elle est à la fois une notion complexe qui aboutit à plusieurs taux d'emploi au sein des différents départements ministériels, et que le gros enjeu, l'enjeu important aujourd'hui, c'est justement de rassembler ces différents taux d'emploi pour permettre de donner une visibilité sur la sphère éducative. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, c'est le pendant de l'obligation d'emploi, travailleurs handicapés. C'est, j'en ai parlé, la DOETH, la déclaration au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Il y a eu une réforme en 2020 de l'OETH, donc important de la connaître. Et au jour d'aujourd'hui, tout employeur public de la sphère éducative et au-delà doit réaliser, de toute façon, quoi qu'il arrive, une déclaration auprès du FIPHFP. En revanche, l'obligation d'emploi, elle, donc de 6% aujourd'hui, ne concerne que les employeurs qui emploient au moins 20 agents en effectif total en ETP. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi qui est important, et souvent c'est oublié par les employeurs.
qui ont, entre guillemets, petits employeurs en volume, qui ont moins de 20 agents en ETP, ils ne font pas de déclaration FIP. Désormais, ils doivent le faire, mais ils ne sont pas soumis à l'obligation de 6%. Donc c'est ça aussi le pilotage de l'obligation d'emploi, c'est préciser au niveau national les obligations de chacun, quelle que soit la taille de l'établissement. Cette DOTH, elle est annuelle, donc il y a une déclaration qui doit être réalisée au 30 avril chaque année, et qui concerne les effectifs auto-rémunérés au 31 décembre de l'année précédente, de l'année N-1. Voilà. Ça, c'est la deuxième définition. Et puis si vous avez encore un peu d'énergie pour entendre la troisième définition, c'est le surcoût. Oui. Alors, le surcoût, qui donc, là encore, coloration très, très financière, mais vous voyez qu'on dit beaucoup de choses avec ces notions d'ordre financier. Eh bien, c'est une notion structurante de cette politique, ce qui signifie que pour tout aménagement de poste, ce n'est que, je dirais, la part spécifique qui est liée au handicap, qui est financée sur crédit handicap. C'est-à-dire, dit en d'autres termes, ça sera plus clair, on ne finance que la compensation liée au handicap. Ce qui signifie, et ça c'est très important, c'est pour ça que je me suis interrogé pour savoir si le surcoût je le mettais là ou si je le mettais dans la partie financière. Oui. Mais c'est dans la partie PO, du pilotage d'obligation d'emploi qu'il faut le mettre. Ça signifie que la part ordinaire, donc celle qui est assumée par l'employeur pour tout personnel, au regard de l'équipement qui est nécessaire pour réaliser les missions, eh bien, que cette part ordinaire ne rentre pas dans le périmètre des crédits handicap. Donc, c'est là qu'on voit l'inclusion qui est à l'œuvre. Et donc, il y a vraiment une interrogation à avoir. Ce n'est pas parce que le financement demandé concerne une personne en situation de handicap qu'il est forcément pris sur crédit handicap. Et donc, il faut bien distinguer cette part ordinaire qui est conforme à tout agent placé dans la même situation et remplissant les mêmes missions, et puis la part de compensation liée à handicap. Et donc, on voit bien l'équilibre entre le principe d'égalité entre les agents, d'une part, et le principe de compensation au titre du handicap. Et j'en finirai là sur cette question qui est extrêmement riche, on le voit. Ces définitions structurantes de l'obligation d'emploi, on voit qu'elles sont liées aussi à cet aspect financier et donc de vérification de la bonne utilisation des crédits handicap. Et donc le rôle des correspondants handicap, des référents handicap agissant en pilotage, c'est aussi de certifier les dépenses qui sont réalisées dans le cadre de cette politique pour bien vérifier l'éligibilité des bénéficiaires, mais aussi, plus subtilement, l'utilisation de ces crédits en compensation du handicap, c'est-à-dire en paiement de la part exclusivement spécifique. Oui, c'est en effet très technique. Vous avez prévenu. Mais ça nous éclaire bien, en tout cas. J'espère que c'est clair et que c'est rendu accessible, surtout. Absolument. Et alors, évidemment, je vous avais posé comme première question que signifie piloter l'obligation d'emploi et pourquoi la piloter. Et maintenant, j'aimerais vous demander comment piloter cette obligation d'emploi. Comment faire? C'est ça. Donc ça, c'est maintenant le faire. Voilà. C'est toute la question. Vous voyez bien que la notion de pilotage de l'obligation d'emploi, telle qu'elle est présentée, je pense qu'elle est finalement assez nouvelle en termes. Donc, il ne faut pas s'étonner que la manière de faire se cherche encore. Donc, normalement, il y a des outils qui doivent être mis en place, mais tout ça se construit dans le temps. Nous sommes dans le cadre d'une politique qui est en construction au jour d'aujourd'hui. Le pilotage de l'obligation d'emploi commence déjà, on l'a dit, par le recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, recensement BOE. Pas pour compter uniquement les personnes, ça c'est important de le préciser aussi, mais c'est aussi pour piloter et donc aussi mieux accompagner, donc mieux connaître les effectifs. On n'est pas que dans une perspective de déclaration auprès du FIP et d'un taux d'emploi. Oui. On est aussi dans la mission d'accompagnement telle qu'elle est aussi précisée par la loi de transformation de la fonction publique. Je n'y reviens pas. Ce pilotage, il doit s'appuyer sur je dirais, tout un système en lien avec les SIRH, système d'information des ressources humaines. Donc, je parle pour l'éducation nationale, nous avons beaucoup travaillé cette question, et donc nous réalisons régulièrement des restitutions fiabilisées qui permettent
de savoir où on en est au niveau du recensement des BE. Donc ça, c'est tout un travail qui est à réaliser avec les services informatiques. Donc on voit l'importance du travail en transversalité des correspondants handicap, là en l'occurrence avec l'informatique. 2 remarques simplement. La première, c'est que la fiabilisation par l'outil, elle permet aussi la mise en conformité avec le RGPD, c'est-à-dire le Règlement général de protection des données à caractère personnel. Donc là, il y a un sujet, je ne peux pas le développer là, mais il y a vraiment un sujet juridique, de protection de ces données. Passer par un outil de restitution fiabilisé et informatisé, c'est le meilleur moyen d'éviter toutes les fuites, les soucis de transmission de données à caractère personnel. Le deuxième point, c'est que l'employeur a le droit de réaliser ces restitutions. C'est une question qui m'est posée parfois, puisqu'il s'agit d'une réponse par l'employeur, d'une réponse à une obligation d'ordre légal. Oui, Donc, comme tel, nous avons le droit de recenser les BE et de nous outiller d'un outil nous permettant de restituer ce recensement. Voilà. Donc, d'un point de vue pratique, il convient pour les correspondants handicap d'organiser ce recensement BE. On sait qu'il y a des endroits où il est très fiabilisé, il y en a d'autres où on commence à peine la démarche. Ce n'est pas étonnant. Encore, cette politique, elle est en voie de construction. Donc... Mais par contre, il faut s'y atteler, en vérité. Donc c'est aussi la force du réseau des correspondants handicap de la sphère éducative, de poser le sujet sur la table et d'essayer, dans le cadre du projet stratégique qui va être lancé, qui vient, de travailler ce sujet pour l'ensemble des employeurs publics de la sphère éducative. Donc il convient bien d'organiser ce recensement, puis de le fiabiliser comme prérequis de cette politique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à l'éducation nationale, nous avons un outil qui s'appelle POETH, pour pilotage d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Et cet outil permet un recensement régulier, donc en vue d'un meilleur accompagnement des personnes que nous arrivons à identifier, pas qu'au moment de la déclaration, mais régulièrement. Donc ça permet aussi des restitutions tout au long de l'année, c'est lié, et donc des données fiabilisées pour la DOTH, qu'on n'oublie pas, puisque la DOTH fait partie des obligations à remplir par les employeurs. Donc on voit toute l'importance prise par ce recensement fiabilisé, qui apporte aussi des données, et ces données, il faut qu'on arrive à être dans une approche de pilotage. Donc il faut arriver à les faire parler, je dirais, pour aussi nous ouvrir, nous nourrir, et pas que pour la déclaration. Pour accompagner certes, mais aussi pour nous ouvrir vers l'extérieur, nous ancrer territorialement vers d'autres employeurs, de la sphère éducative ou d'autres, en fonction des besoins de recrutement ou de maintien, et aussi en vue de rechercher des partenaires pour répondre à nos besoins qu'on aurait identifiés par ce biais. Alors, je rebondis effectivement sur votre remarque. Vous évoquez les ouvertures vers l'extérieur et justement toute l'importance de l'ancrage territorial. Alors, quels sont donc finalement ces partenaires auxquels nous pouvons faire appel et où les trouver? C'est là toute la question. Alors, c'est un vaste sujet, là encore. Je vois qu'il me reste quelques minutes, oui, donc je vais essayer d'être concis, mais il convient de bien distinguer les différentes typologies de partenaires. Nous avons bien sûr les partenaires institutionnels. Oui. Je vais les citer, je ne vais pas trop développer, mais nous avons le FIPHFP, national ou en local, le Handipact, où les correspondants handicap peuvent aussi rencontrer d'autres correspondants ou référents handicap. Voilà. Ça, c'est la partie FIPHFP. Nous avons aussi les MDPH, les maisons départementales des personnes handicapées. Là, c'est très important par rapport aussi à la déclaration des handicaps pour justement accompagner les personnes qui sont en voie de déclaration et permettre finalement cet aboutissement aussi, qui n'est pas toujours facile. Et nous avons comme partenaire institutionnel, anciennement Cap Emploi, donc France Travail Handicap, qui peut aussi nous apporter beaucoup en termes de recrutement et aussi désormais de maintien dans l'emploi. Voilà, donc il est indispensable pour tous les correspondants handicap de se tourner vers ces partenaires institutionnels entre guillemets naturels. Par exemple, alors
je parlais du FIPHFP tout à l'heure, bien sûr le conventionnement avec le FIP, l'Université de la Réunion est conventionné, je crois dire que le conventionnement est en cours de renouvellement, on va venir, voilà, mais ce conventionnement, il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire, mais absolument. Il a quand même des intérêts, et il montre en tout cas une volonté politique. C'est la possibilité de structurer l'organisation en interne, de remettre à plat, je dirais, la formalisation de l'engagement. Et puis ça apporte aussi tout simplement des financements qui sont importants. Ça, c'est les partenaires institutionnels. Nous avons des partenaires aussi associatifs. Là, je vais m'attarder un petit peu plus, puisque finalement, ça, c'était peut-être pas assez développé dans les précédents plans ministériels, par exemple. On voit que les employeurs, finalement, ont tout intérêt à nouer des partenariats avec une pluralité d'acteurs, notamment associatifs, qui ne sont forcément pas les mêmes en fonction des territoires. Mais voilà, il faut aller les trouver. Alors dans le projet stratégique, il y aura certainement une liste d'associations à dimension nationale avec lesquelles le ministère travaille actuellement, sous forme partenariale. C'est déjà possible de vérifier qu'il y a des antennes sur le territoire dans lequel on se trouve pour pouvoir travailler avec eux. Il y a des associations, je dirais, sur le handicap en général, puis vous avez des associations aussi qui travaillent davantage une typologie de handicap. Donc, il y a ces deux types d'acteurs associatifs et qui vont finalement nous aider à développer certaines thématiques, que ce soit au niveau de la sensibilisation, de la communication, mais aussi au niveau de la construction de parcours, je dirais, progressifs vers l'emploi. Et là, ça, c'est très, très intéressant parce que, finalement, ces partenariats associatifs peuvent aussi nous amener des profils de personnes qui seraient intéressées par la sphère éducative et, finalement, pour travailler, je dirais, dans nos structures. Une question d'attractivité aussi de nos emplois. Voilà. Ça peut être aussi une aide à l'occasion du duodère, j'y reviendrai sur la partie plus communication. Et récemment encore, nous avons pu aussi aller au-delà de ces thèmes, avec par exemple l'identification et la construction d'innovations à caractère technologique. J'en parlerai au niveau des achats inclusifs. Voilà, donc on voit donc tout l'intérêt que nous avons de nous tourner vers ce panel associatif qui est très divers pour finalement travailler les sujets, parfois quelques sujets. Un ou deux, mais ça peut suffire. Et après, au niveau du réseau, par contre, là, on essaye de savoir, de connaître les différentes innovations qui peuvent avoir été réalisées sur les territoires pour donner une unité, une visibilité sur cette action. Donc ça, c'est la partie associative. Et puis, nous avons aussi, je dirais, la partie dialogue, notamment le dialogue social, qui impose aussi un débat tous les ans en CSA. Donc ça, c'est important sur les orientations de la politique handicap et qui impose aussi la présentation d'un bilan annuel en formation spécialisée. Donc là, il y a vraiment un travail aussi de dialogue à réaliser avec donc des échéances précises au niveau des instances du dialogue social. Qui doivent être aussi l'occasion de développer davantage les synergies dans le côté constructif et de continuer à mieux formaliser les engagements. Dans une des précédentes causeries, nous évoquions la formalisation des engagements. Après, ces synergies, elles sont à construire dans le temps. Et donc, elles se construisent progressivement. Et donc, ces partenariats sont aussi une aide pour venir en construction. Voilà. Puis, il existe aussi donc des occasions de dialogue direct avec des associations de personnel. Je reçois parfois des associations de représentants de personnel ou avec des agents eux-mêmes qui demandent l'analyse de leur situation individuelle, parfois de manière très constructive, sans forcément une remise en cause de la position de l'administration, mais le fait de bien connaître quelques situations individuelles en tant que correspondant handicap, en pilotage, ça peut permettre aussi de voir certaines difficultés. Voilà. Je n'oublie pas non plus dans ces ouvertures vers l'extérieur les médiations institutionnelles, le défenseur des droits, mais nous avons aussi une médiatrice de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et des sports. Donc c'est ça. Voilà. Donc on le voit, et j'en finirai là, il y a beaucoup d'ouvertures possibles pour nourrir la réflexion et j'irai développer la politique handicap d'inclusion professionnelle. Le champ des possibles est très vaste et voilà, il faut choisir aussi ses partenaires. Voilà.
Je finirai simplement en conclusion sur cette notion d'ancrage territorial. Parler de l'ouverture à l'extérieur, parler des partenaires, où les trouver. Il ne faut pas oublier non plus que cet ancrage territorial, il passe aussi par des échanges entre les correspondants handicap de la sphère éducative eux-mêmes. Voilà. Et qui sont incités dans le projet stratégique et dans le plan d'action, ça sera très clairement dit, à se rencontrer, je dirais indépendamment de l'animation de réseau national qui est effectué par la mission handicap, l'inclusion professionnelle, pour des échanges de bonnes pratiques, pour des recherches de solutions aussi dans le cadre des accompagnements, et puis aussi tout simplement pour sécuriser la professionnalisation, par exemple sous forme de tutorat d'un nouveau correspondant handicap par rapport à des correspondants handicap ou un mentorat ancien. Voilà. Très bien. Alors, en tout cas, je vous remercie de nous avoir expliqué très clairement cette question complexe du pilotage de l'obligation d'emploi. Merci, Jean-Xavier Lichelet. Je vous remercie.